Maintenant, nous allons avoir une intervention qui est dérogatoire du droit commun, puisqu'elle sera le fait de deux collègues qui se sont partagés un temps légèrement plus long. Je passe sous votre contrôle. Il s'agit d'abord de Marie Cornu, qui est directrice de recherche au CNRS, et ça marche, micro? Non. Et qui est chercheuse à l'Institut des sciences sociales du politique à l'ENS, et elle a créé en 1997 un groupe de recherche sur le droit du patrimoine culturel et naturel. Elle est co-auteure du dictionnaire de droit comparé du droit d'auteur et du copyright, qui a été primé par l'Académie des sciences morales et politiques en 2003. Elle a édité le Code du patrimoine sur plusieurs éditions, et ses travaux portent sur le droit du patrimoine et des collections, les restitutions des biens culturels et la lutte contre le trafic illicite. Elle a aussi co-dirigé en 2017, je le souligne, un important ouvrage avec d'autres collègues, c'est le dictionnaire des biens communs. Alors je le signale parce que la notion de bien commun peut être une piste, évidemment, pour nos réflexions. Quant à Noé Wagner, il est aujourd'hui professeur à l'Université de Rouen, tout fraîchement, mais il a été reçu major du concours de droit public, ce qui, dans notre petite tribu, vaut une montée en grade considérable. Et il est l'auteur d'une thèse qui a été publiée sous le titre « Les prestations publiques en faveur de la protection du patrimoine culturel », qui a reçu le prix Veuve Halévy en droit et économie. Et il est aussi spécialiste et a écrit plusieurs articles qui concernent le droit du patrimoine culturel. Donc, selon nos accords, vous commencez pour 1 minute 30 et ensuite Marie Cornu enchaîne, c'est ça? Merci beaucoup, monsieur le professeur. Nous voudrions, donc, puisque nous allons parler à deux bouches, rebondir sur l'interpellation très stimulante de Benoît de l'Étoile ce matin, lorsqu'il pointait, je cite, les limites du cadre intellectuel à partir duquel nous pensons la question des restitutions, nous inviter à l'imagination juridique, c'est bien le terme que vous avez employé, et à penser la propriété comme des nœuds. Du reste, la sémantique du nœud est revenue aussi à plusieurs reprises, comme des nœuds de relations. Et pour cela, je repartirai de la question même de la table ronde. Le droit des objets à disposer d'eux-mêmes est-il une fiction juridique? Oui, évidemment, oui, c'est une fiction juridique. Si l'on entend par fiction juridique un montage du droit, ex nihilo, un pur artefact que l'on produit pour régler le monde, ceci étant dit, il faut alors immédiatement ajouter que le droit des objets à disposer d'eux-mêmes, s'il est une fiction juridique, n'est pas davantage une fiction juridique que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou le droit de tout un chacun à disposer de soi-même. Dans tous les cas, on est bien, c'est à la fois une platitude de le dire et c'est la question la plus fondamentale du droit, dans tous les cas, on est bien en présence de droits par hypothèse d'origine légale, des droits que l'on revendique, que l'on crée, arrache, obtient, attribue, distribue dans un système juridique. Et dans ce cadre, attribuer des droits à des choses, ce n'est pas, du point de vue juridique, plus artificialiste que les attribuer à des individus ou à des collectifs. Alors bien sûr, on conçoit bien, à l'aune de la distinction contemporaine entre les personnes et les choses, que l'on puisse penser qu'il existe tout de même une différence gigantesque entre les unes et les autres, et cette différence, elle passe précisément au niveau de la volonté que les personnes peuvent exercer à la différence des choses. Et il s'ensuit généralement une série de corrélations assez basiques, sur lesquelles d'ailleurs Xavier est également revenu. Pour qu'il y ait droit, il faut un sujet de droit, et pour qu'il y ait sujet de droit, il faut en être doué de volonté, sauf que précisément, du point de vue de l'histoire de la pensée juridique, et y compris de la pensée juridique récente, c'est-à-dire celle des 2 derniers siècles, cette ligne de démarcation-là, celle qui passe par la volonté, elle n'a rien d'une évidence. Et c'est pour le rappeler qu'on a proposé avec Marie Cornu d'intituler notre communication « L'intérêt juridiquement protégé des choses ». Par là, et ceux qui connaissent l'histoire de la pensée juridique dans la salle l'ont immédiatement reconnu, nous renvoyons à une formule très célèbre d'un juriste allemand de la seconde moitié du XIXe siècle, Rudolf von Jhering. L'un des plus grands juristes de l'histoire, disait Michel Villet, que tu citais aussi, Xavier. Et cette formule, c'est celle selon laquelle les droits sont des intérêts juridiquement protégés. Or, par cette formule, quasiment slogan, les droits sont des intérêts juridiquement protégés, c'est en fait un gigantesque effort doctrinal qui est produit par Jhering, un effort, je n'entre pas dans les détails, contre toute la romanistique moderne, contre Savigny, contre Windscheid, et qui tend à considérer que c'est une erreur magistrale, une erreur de grammaire juridique, d'identifier tout entier le droit subjectif, les droits, mes droits, au principe de la volonté.
volonté. Ce qui revient à rappeler cette idée finalement assez simple, selon laquelle si les hommes possèdent des droits, ceux-ci trouvent leur fondement non dans la volonté même de ces hommes, mais dans l'organisation de ces droits par le système juridique lui-même. Autrement dit, les droits ne procèdent pas de la volonté de ceux auxquels ils sont attribués, mais de la protection par le droit des intérêts, protection dans le cadre de laquelle on décide de distribuer ensuite des droits. Et c'est à partir de là, dit Jhering, qu'il faut bien distinguer deux choses. Il y a au cœur du droit l'intérêt, c'est l'élément substantiel, le kern, le noyau du droit subjectif, et puis il y a à côté de cela la possibilité d'agir, en particulier d'agir en justice, et ça ce n'est que l'écorce, ce qu'il appelle la Schutzende Schale, la pelure de protection de ces intérêts. Alors raisonner ainsi, ça a des conséquences multiples, mais entre autres choses, et Jhering du reste ne se prive pas de le pointer, ça permet de comprendre pourquoi, et ça aussi tu le disais Xavier tout à l'heure, ça permet de comprendre pourquoi des incapables, des enfants, des fous peuvent être à la fois titulaires de droits, sans pour autant avoir de volonté juridiquement reconnue, c'est-à-dire sans pour autant pouvoir les exercer eux-mêmes, ces droits. Mais Jhering va d'ailleurs encore plus loin et franchit un pas supplémentaire puisqu'il considère également la possibilité de droit sans aucun sujet, sans sujet de droit, mais qui pour autant protège des intérêts. Il prend pour cela plusieurs figures du droit romain, telles que les res sacrae religiosae ou les res communes, par lesquelles on va protéger des intérêts sans que l'on attribue le moindre droit particulier au moindre sujet de droit spécifique. Or, en dehors de ce cas radical, ce dernier cas des droits sans sujet de droit, on observe en tout cas que le grand problème à résoudre est toujours le même. Ce n'est pas le fait d'attribuer des droits à des êtres ou à des choses incapables de les exercer. Autrement dit, créer des fictions juridiques, on ne fait que ça en droit, créer des fictions juridiques. C'est ce qui est véritablement difficile dans cette affaire, et c'est ça, du point de vue juridique, le cœur du débat en réalité derrière cette question, il me semble en tout cas, du droit des objets à disposer d'eux-mêmes, c'est le fait d'arriver à mettre en place des mécanismes qui vont permettre de contrôler que celui qui exerce les droits au profit du titulaire qui ne peut pas les exercer lui-même, qu'il s'agisse d'une chose ou de personnes, eh bien, que celui qui exerce ces droits les exerce bien dans l'intérêt de cette chose et de cette personne. Autrement dit, que celui qui exerce les droits n'échappe pas à celui pour lequel les droits sont exercés, à celui dans l'intérêt desquels les droits ont été légalement établis. Mais ça, à la rigueur, c'est un problème d'ingénierie juridique, ce n'est pas un problème d'imagination. C'est un problème d'ingénierie juridique, c'est-à-dire qu'on sait faire ça en droit, effectivement, vérifier que celui qui exerce au profit d'un autre n'échappe pas à celui au profit duquel les droits sont effectivement exercés. D'une certaine manière, c'est tout le droit administratif. C'est tout le droit administratif. Alors quelqu'un comme Raymond Saleil se retournerait dans sa tombe si je disais ça, mais c'est tout le droit administratif qui est plein de mécanismes chargés de veiller à ce que les personnes publiques n'agissent pas dans un intérêt autre que celui de la collectivité. En même temps, c'est vrai qu'on constate que ça ne fonctionne pas bien, qu'il y a sans cesse des phénomènes de captation et de détournement par les personnes publiques de l'intérêt que pourtant ces personnes publiques-là sont censées défendre. Et effectivement, la meilleure solution qu'on a trouvée dans ce type d'hypothèse contre ces phénomènes de captation, c'est de faire de tout un chacun le gardien de l'intérêt collectif et donc d'ouvrir des possibilités d'agir en justice pour venir contrôler le bon respect de ses intérêts. D'où, et je crois tout à fait ce que disait Maître Herskovitch tout à l'heure, d'où le fait qu'il y a une vraie réflexion à mener sur qui peut exercer des actions en justice permettant de contrôler que celui qui exerce le droit dans l'intérêt d'autrui, l'exerce bien dans cet intérêt-là. Autrement dit, on va avoir un mécanisme d'ingénierie juridique à bâtir en termes d'action en justice qui va exercer en justice les droits permettant de contrôler qu'effectivement les objets disposent d'eux-mêmes au travers de ceux qui sont reconnus comme pouvant les exercer en leur nom. Alors, de ce point de vue, je pense que, en tout cas, j'abonderai tout à fait dans le sens des conclusions de Benoît de l'Étoile. Je veux dire par là que le problème, à mon sens, n'est pas de prendre la question des droits des objets à l'aune de leur personnification. Le montage de la personnification, ça résout rien en lui-même. En tout cas, ce n'est pas ça la vraie difficulté. C'est un vrai problème de grammaire juridique, avec cette volonté de penser à une propriété distribuée selon les intérêts, non plus rattachée à un seul bénéficiaire, mais à une pluralité de bénéficiaires, puisque les intérêts sont eux-mêmes multiples. Et ça,
du point de vue de l'ingénierie juridique, encore une fois, ce n'est pas si compliqué non plus à bâtir une fois les frontières psychologiques franchies. Et c'est d'autant moins compliqué à bâtir, et d'ailleurs Yann Potin l'a remarqué ce matin, qu'on a déjà dans notre droit plusieurs aiguillons en ce sens. Lorsque je disais c'est déjà dans le Code civil cela, eh bien c'est tout à fait cela, et c'est là-dessus que Marie Cornu va embrayer. Merci. Donc dans ce questionnement sur le droit des objets, et pour poursuivre la réflexion de Noé, une des clés de compréhension pour les spécialistes du droit des biens, le concept dominant, et Alain Supiot l'a rappelé, c'est celui de la propriété. Les biens sont les choses dont l'utilité justifie l'appropriation. On lit ça à peu près dans tous les ouvrages de droit des biens. Les biens, ça va être la catégorie juridique par laquelle on attrape ce terme d'objet, cette notion d'objet. Et par conséquent, pris dans ce faisceau de la propriété, le bien accède à cette vie juridique par le canal subjectif du droit du propriétaire, par le droit subjectif qu'exerce le propriétaire en maître souverain sur sa chose. Or, l'entrée par cette notion d'intérêt juridiquement protégé qui a été promue par Jhering permet précisément de voir autre chose que le bien enclos dans cette relation exclusive, cet espace de maîtrise exclusive. Non seulement elle suggère que, le cas échéant, d'autres intérêts que celui du propriétaire peuvent cohabiter sur un même bien, que l'intérêt juridiquement protégé ne se confond pas en toute hypothèse avec cette figure qu'on pourrait qualifier d'aveuglante ou encore d'occultante du droit du propriétaire, et peut-être aussi permet, c'est ce que tu disais Noé, de prendre de la distance avec la notion même de droit subjectif. C'est sur un autre terrain, avec cet outil de l'intérêt qu'on peut peut-être raisonner. Alors j'ai choisi d'évoquer deux exemples de biens pour lesquels ce détour ou ce déport par la notion d'intérêt nous paraissait particulièrement féconde, la notion de patrimoine culturel telle qu'elle paraît dans le Code du patrimoine, et la notion de patrimoine familial. Ce sont deux exemples de déclinaison du patrimoine que Bablon et Chastel, dans un petit ouvrage sur la notion de patrimoine, dont je recommande évidemment la lecture, que ces deux auteurs inscrivent dans une même filiation. Le patrimoine est fait d'un certain nombre de couches superposées, et parmi ces couches archéologiques, il y a le patrimoine familial et bien sûr aussi le patrimoine administratif. Et ces deux catégories de patrimoine tirent précisément leur justification de cette idée d'une pluralité d'intérêts. Dans ces deux sphères se manifeste non pas tant une collection d'intérêts particuliers, comme on pouvait peut-être les identifier dans les propriétés simultanées de l'Ancien Régime, de droits pluriels à un intérêt propre, qui pourrait par exemple fragmenter l'usage de la chose, mais véritablement un intérêt commun, la communauté étant à géométrie variable et la détermination de cet intérêt pouvant aussi être modulable, mais c'est précisément parce qu'ils reçoivent cette affectation collective juridiquement reconnue qu'on ne peut les réduire à ce vis-à-vis entre la chose et son maître. Alors, la reconnaissance de cet intérêt collectif pose évidemment aux juristes un certain nombre de défis, et de défis assez complexes. Le premier touche à la détermination de cet intérêt. Est-ce la chose elle-même qui dicterait sa loi, un peu à la façon des catégories du droit romain, les choses sacrées, les choses publiques, tu en as parlé, ou encore ceux qui en retirent une utilité. Mais alors, quelles sont ces utilités? Quels en sont les bénéficiaires? Premier lot de questions, pas si facile à surmonter. Second défi, sans doute d'ordre plus procédural, qui a trait à la défense de cet intérêt, qui a vocation à agir au nom du collectif. On a évoqué cette question-là, qui est l'agent humain qui agit pour la chose. Quels acteurs peuvent porter cette cause des objets? Et évidemment, là, on a toujours un pouvoir agissant là à définir dans ce projet de protection de l'intérêt collectif. Ces défis vont soulever des questions d'autant plus complexes qu'on travaille là sur des choses inscrites dans une temporalité particulière, dans une logique d'héritage, de transmission, l'héritage s'imposant au présent tout en même temps destiné au futur. Ce sont des choses dans le temps, disait
André Micou, et le juriste a parfois de la peine à saisir cette inscription dans la temporalité. On est dans une chaîne transgénérationnelle avec un autre élément de complexité d'une certaine actualité, qui est la projection éventuelle de ces questionnements dans l'espace international, avec potentiellement la coprésence de plusieurs légitimités patrimoniales. Donc, dans ces deux exemples, on perçoit là toute la difficulté qu'éprouve le droit face à ce double défi, sachant que les mises en forme juridiques, qu'on se tourne vers le patrimoine culturel ou vers le patrimoine familial, sont tout à fait différentes. Les fictions que mobilise le droit, là, sont de nature assez différente. En ce qui concerne la détermination de l'intérêt collectif dans le patrimoine culturel, intérêt défini au lendemain de la Révolution comme intérêt de la nation, porté par l'État, dans la loi énoncée en intérêt public à la conservation de la chose, toute la question est de savoir qui désigne, qui décide, qui fait exister cet intérêt collectif. Est-ce la chose elle-même qui devrait imposer un devoir de garde et de préservation, que la valeur d'histoire ou d'art frapperait d'une forme d'indisponibilité? Les biens, ce sont les biens dont la conservation présente un intérêt public du point de vue de l'art ou de l'histoire, disent les textes, mais comme l'écrivait Yann Thomas, les valeurs que nous déclarons protégées n'existent que par l'acte même par lequel nous les déclarons être des valeurs. La déclaration de valeurs dans le système français, le pouvoir de nommer, d'instituer des propriétés à charge de conservation est entre les mains de l'État. Donc la technique juridique mobilisée ici est avant tout la servitude de l'utilité publique. C'est une technique qui était disponible dans le paysage normatif au moment où on pense la protection du patrimoine, et cette servitude va permettre d'imposer un certain nombre de limites aux propriétaires au nom de considérations d'intérêt général. Ce régime de patrimonialité va rendre les biens indisponibles en partie, pour certains inaliénables, en particulier pour les propriétés publiques. En ce qui concerne le patrimoine familial, la fiction juridique, là, est d'une toute autre espèce, puisqu'elle fait au contraire exister cet intérêt au travers de la personne famille. C'est elle qui vient au soutien de l'intérêt collectif, alors même qu'elle n'est pas une personnalité morale, qu'elle n'a pas la personnalité juridique pour agir, et ce, lorsqu'il s'agit soit de ne pas disperser l'héritage familial, on songe à la catégorie qui a déjà été évoquée des souvenirs de famille, bien qu'ils portent l'empreinte de la personne famille, soit encore quand il faut assurer le respect dû aux morts, les droits de la dépouille, le statut des sépultures. Les juges là vont parler de copropriété familiale, encore que les analyses ne soient pas très assurées dans la doctrine. Ce qui est sûr, c'est que on affirme cette idée qu'il s'agit d'une propriété d'un genre spécial, une forme de propriété collective, de propriété archaïque que connaissait l'ancien régime. C'est à nouveau ici un régime d'indisponibilité assez fort, imprescriptibilité, impartageabilité, insaisissabilité, inaliénabilité. On pourrait ici se dire qu'on est plus nettement sur l'idée que ce sont les choses qui imposent le respect de l'intérêt collectif qu'elles recèlent. Dans le cas des souvenirs de famille, c'est précisément ce que je disais tout à l'heure, parce qu'elles portent l'empreinte familiale, que la famille a un droit, qu'on pourrait qualifier de droit-fonction. Il n'y a pas de droit propre de la famille, mais un droit à exercer la protection de la chose au nom de la famille tout entière. Pour le cas de la dépouille, c'est le respect de l'humain qui interdit la patrimonialité. Dans ces deux exemples, donc, on voit que les fictions juridiques ne sont pas les mêmes. L'appel à ces fictions nous disent plusieurs choses. Dans le cas du patrimoine culturel, raisonnant sur la figure de la servitude, finalement, d'utilité publique, d'une certaine façon, on enferme le statut des choses dans ce vis-à-vis et dans cette relation entre l'État et le propriétaire assujetti. Ce choix du patrimoine culturel, par conséquent, on pourrait se dire, conduit à une forme d'effacement du personnage collectif, dès lors qu'on distingue la question du titulaire du droit et du bénéficiaire, de l'intérêt à défendre. C'est ce système qui produit parfois potentiellement une schizophrénie quand l'État est tout à la fois en posture de prescripteur, de gardien et de propriétaire. Pour le patrimoine familial, ce personnage puissant de la famille laisse entrevoir cette figure inédite de la propriété collective, tout de même dans un système dans lequel le modèle dominant est la propriété individuelle, propriété individuelle censée contenir
toute relation entre les personnes et les choses. La propriété collective est dite et donnée dans un certain nombre d'ouvrages de la doctrine majoritaire, j'allais dire dans le droit des biens, comme une anomalie. Et là, on voit qu'elle apparaît. C'est une construction des juges, c'est purement prétorien, et on l'a fait exister comme une véritable propriété collective. Alors, je vais rapidement conclure, et en l'occurrence, le juge là contient les limites de cette construction, puisque c'est la famille qui en bénéficie, et non pas d'autres groupes qui pourraient affirmer l'idée d'une propriété personnelle, collective, etc. L'argument des souvenirs de famille avait été invoqué dans l'affaire des masques Hopi, qui ont été mis sur le marché en France, et là où on n'a pas entendu évidemment cette cause là. Donc on voit que cet recours à la notion d'intérêt, si on revient un petit peu à notre sujet d'intérêt juridiquement protégé, fait paraître un peu plus clairement ce déficit dans la façon de penser juridiquement ce collectif, cet être collectif, où on voit à l'observation de ces deux exemples qu'un des écueils probablement est de penser la chose exclusivement par le canal de la propriété, de poser le problème en termes de figure propriétaire, qu'il s'agisse du patrimoine culturel, propriété assujettie, ou du patrimoine familial, propriété collective d'un genre particulier. Finalement, à partir de la notion d'intérêt, on peut se demander si d'autres chemins ne pourraient être explorés. Et là, je voudrais juste évoquer, mais simplement les citer, quelques pistes de réflexion qui commencent aujourd'hui à arriver dans l'espace du droit et de la science juridique, et qui, de mon point de vue, devraient pouvoir être davantage creusées. La notion d'intérêt diffus, c'est dans matière environnementale, de justice environnementale, que cette notion paraît, et qui renvoie à un collectif de bénéficiaires plus diffus que celui d'un groupe juridiquement constitué. Donc cette notion d'intérêt diffus, elle est utilisée, elle commence à être utilisée dans certaines constitutions au service de la protection du patrimoine. Voilà. Deuxième catégorie que j'aime bien, évidemment, pardonnez mon tropisme, la notion de bien commun qui a donné naissance à une réflexion juridique, alors qu'elle était avant tout investie par les anthropologues et les économistes, notion juridique de bien commun que la doctrine italienne, notamment, a conçue comme une forme de catégorie intercalée entre les biens privés et les biens publics, et concentrée sur la considération de l'affectation et de l'intérêt commun qui se dégage de ces biens. Et puis une troisième figure, de mon point de vue, qui est très mal aimée dans le droit, qui est la figure de l'inappropriable. Je me souviens de cet article de Muriel Fabre-Magnan qui évoquait la notion de patrimoine et de lien social, qui creusait cette notion de lien social dans le patrimoine, et qui termine son article en disant « mais on n'a pas suffisamment réfléchi aux figures de l'inappropriable, qui est une figure quasiment inexistante. On n'a pas réussi à l'investir d'une fiction juridique véritablement. » On a essayé pourtant pour les restes humains dans une ordonnance en 2017 de restaurer cette vieille figure du droit de garde sur les restes humains, de sortir de ce schéma propriétaire. Malheureusement, c'est un texte qui n'a pas été au bout de son processus. Voilà, donc j'en termine par là. Merci beaucoup. Une petite incise en forme de respiration avant l'exposé suivant. La notion de personne juridique, persona, son origine première en droit romain, ce n'est pas les masques de la comédie grecque. Il y a un très bel article de Mauss. C'était la persona, c'était l'imago du pater familias mort. Donc, avait la personnalité juridique celui qui était titulaire des clés de l'armoire dans laquelle on avait entreposé les différents masques, empreintes mortuaires des pères successifs. Évidemment, il n'aurait pas eu l'idée d'aller les vendre au marché.